Derrière chaque nouvelle se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre Morin-Villouellette. Bonjour et bienvenue à cet épisode à Cube de l'actualité, puis encore de l'actualité. Ben oui, parce que même pour un épisode du vendredi, il n'y a rien qui relâche. Ça va être tout d'abord aujourd'hui, là, dans les trucs à suivre, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Cérémonie d'ouverture, là, maintenant, on est sur le bord là, d'avoir la confirmation, la consécration, le retour du roi, du Jedi, que dis-je, de la diva, Céline Dion, qui est supposée chanter aujourd'hui aux Jeux olympiques avec, attachez votre tuque, là, selon les rumeurs, là, chanterait avec Lady Gaga. Écoute, des grands noms, en voulez-vous, en v'là. Les deux ensemble, je pense que ça va faire craquer l'Internet si ça se passe pour de vrai. On va regarder ça, bien évidemment, toute la journée, mais tu sais, retour de Céline Dion avec son syndrome de la personne raide qui passe au travers de tout ça, puis qui revient là, après un documentaire mondial aux Jeux olympiques de Paris. Wow. Puis oui, aussi, faire du sport, là, c'est les Jeux olympiques aussi. Mais c'est parce que ça va venir avec toute la spéculation autour de l'équipe canadienne également. Hein? On sait qu'il y a eu de la tricherie du côté de l'équipe canadienne de soccer féminine, qui sont championnes en titre. Là. C'est tellement plate pour la réputation de toute l'équipe. Mais ils sont pas seuls. C'est peut-être ça qui est assez intéressant. Merci. Hier, on parlait à une joueuse de soccer professionnelle, une ancienne joueuse de soccer, qui nous expliquait ici à l'épisode en disant ouais, les filles ont triché, utilisé un drone pour aller prendre des infos sur d'autres équipes, d'accord. Mais elle dit c'est parce que c'est toutes les équipes qui le font. Toutes les équipes ou presque le font, faut juste pas se faire prendre. Et là, c'est quand même autrement plus grave. Là. S'il y a ces espèces de rumeurs-là de tricherie généralisée, ben là, peut-être qu'il est temps, en effet, qu'on aille commencer à enquêter du côté de la FIFA, du CIO puis de ces comités-là. Là. Puis c'est TSN, aujourd'hui le pendant anglophone de RDS, qui est allé se pencher sur la question, qui rapporte, là, selon plein de sources anonymes, que c'est généralisé, non seulement dans l'équipe féminine, qui aurait utilisé ça, là, de la tricherie comme ça, là, des drones pour regarder les pratiques des autres équipes, plein de fois, c'était pas la première fois, mais que les hommes aussi au soccer masculin font exactement la même chose dans l'équipe canadienne. C'est quand même des grosses accusations qui tombent comme ça au moment où l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne de soccer a été suspendu puis doit retourner au Canada. Ça va être spécial. Ça va être spécial comme parcours olympique. Puis même si nos filles, nos femmes arrivaient à gagner, nos joueuses, c'est plate, mais il va toujours rester cette espèce d'aura de tricherie, là. C'est dommage, ça va teinter malheureusement les Jeux olympiques avant même que ça commence officiellement avec la cérémonie d'ouverture. Mais bon, hein, on verra quand même ce qui va se passer. On leur souhaite tout de même le meilleur des parcours possibles dans les circonstances. Sinon, si on revient au Canada puis dans l'ouest du pays, ça brûle. C'est quelque chose qui revient à chaque année, des nouvelles cycliques. Hein, avec les changements climatiques, on va en voir de plus en plus. À l'été passé, c'était le Québec qui était frappé par les incendies de forêt. Là, c'est le reste de l'ouest, là. Comme un peu à chaque année, mais regardez les images. Pour ceux qui nous joignent en visuel, c'est la ville de Jasper, dans l'Alberta. Jasper, là, regardez les pneus des voitures fondus dans le bitume. On voit à perte de vue comme si c'était une plaine. La ville, elle est rasée par les flammes. Là, on parlait d'entre 30 à 50% de toute la municipalité qui a juste disparu. C'est volatilisé, réduite en poussière, en cendres. Ça fait mal au cœur, honnêtement, regarder des images comme celle-là. Là, c'est des gens qui habitaient là, qui vivaient dans leur quartier, qui faisaient promener leurs chiens, qui allaient rencontrer des voisins, qui vivaient, hein? Des gens qui vivaient à cet endroit-là. Puis là, la reconstruction, c'est pas pour tout de suite. L'incendie lui-même, là, le brasier épouvantable qui a rasé la ville, est même pas arrêté. Puis on dit que ça pourrait prendre des semaines avant qu'on soit capable de le maîtriser. En espérant que ça ravage pas d'autres municipalités comme celle-là, mais c'est à fendre le cœur, vraiment, à fendre le cœur ce qui se passe dans l'ouest du pays. On va envoyer des pompiers là, internationaux, mais aussi du Québec, aller aider avec ces feux de forêt-là. Vraiment, vraiment des images qui sont horrifiantes. On est de tout cœur avec les gens de la ville de Jasper, les habitants de l'Alberta aussi. Parce que c'est ça, hein, souvent, j'ai tendance à critiquer le reste de la Fédération canadienne, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas empathique avec le reste de nos concitoyens. D'un bout à l'autre, d'un océan à l'autre. Courage pour les gens qui sont à Jasper. Je vais parler aussi ce matin d'un autre texte de Maxime Bergeron dans la presse. Honnêtement, il faut lever son chapeau. Puis
oui, il y a une certaine rivalité qui arrive parfois dans les médias. Là. Je veux dire, on compétitionne tous pour les clics, pour les visionnements de nos auditeurs, de nos auditrices comme vous. Mais, quelque part, on a aussi beaucoup de respect et d'entraide avec les autres médias un peu partout au Québec. Là. Ça reste qu'on est tous dans le même business. Hein? Essayer d'amener la vérité, essayer d'amener les faits, d'apprendre des choses aux gens, de vous divertir, de vous informer. Puis dans le cas de Maxime Bergeron, qui est chroniqueur à la presse, mais on dirait là, c'est vraiment du lourd, des bons textes qui sortent là, depuis déjà quelques jours, quelques semaines. Puis ça tourne souvent autour de l'itinérance. Vous savez, c'est un enjeu ici à l'émission que j'affectionne particulièrement. Je pense que c'est une des plus grosses problématiques auxquelles on fait face en ce moment dans la ville de Montréal. Puis c'est que c'est plus juste l'itinérance, ça affecte les gens qui sont eux-mêmes dans la rue, ils ont une qualité de vie, une vulnérabilité qui est difficile. Là, c'est que c'est rendu un enjeu citoyen tout court. Parce que ça affecte. T'sais, je sais que c'est triste à dire, c'est plate à dire. Mais il y a des enjeux comme ceux-là qui ont toujours existé, puis l'itinérance, on met de l'argent, d'accord, mais ça n'a jamais eu une espèce de, si on veut, de soutien populaire massif là, pour aider au problème. C'est triste, mais c'est vrai. Sauf quand ça commence à affecter les gens en question. Là, le truc, c'est que l'itinérance, la toxicomanie, ça a commencé à affecter les citoyens partout dans la ville, un peu, beaucoup maintenant, avec des centres d'injection supervisés, des centres d'inhalation supervisés qui ouvrent un peu partout, près d'écoles, près de garderies, des situations dans le Chinatown qu'on a dénoncées, des situations ici dans le village qu'on a dénoncées, redénoncées encore, toxicomanie, violence, problèmes de santé mentale, tout ça, ça vient avec. Maxime Bergeron, lui, a commencé à se concentrer là, non seulement sur les effets de tout ça, il écrivait plutôt cette semaine par rapport, par exemple, à la Société des alcools du Québec sur Saint-Denis, si je ne m'abuse, là, proche du plateau, où il y a un itinérant qui rentre, qui vole une bouteille, qui sort, personne ne fait rien, personne n'appelle la police parce que ça sert absolument à rien. Il n'arrivera rien. La police ne va pas le trouver, ne va pas l'arrêter. S'il l'arrête, ils vont essayer de l'amener vers un centre hospitalier, le gars va ressortir, puis on recommence à zéro le lendemain. C'était vraiment déjà un constat qui était effarant de voir tout ça. Là, pour un autre texte consécutif, on est beaucoup plus positif. On est dans les solutions, puis ça, j'avoue que c'est quelque chose qui vient me chercher. Parce que j'arrête pas de critiquer. J'arrête pas de critiquer la ville, puis je vais encore le faire, là. De consulter, d'annoncer des consultations du côté de l'administration Plante. Là, on va aller consulter les gens, vous savez, pour voir ce qu'ils en pensent. Les citoyens s'expriment sans cesse, partout, dans les médias, sur les réseaux sociaux, partout. Si la ville de Montréal veut savoir ce que son peuple pense, c'est écrit partout. Ils n'ont pas besoin de faire des consultations. Ça, c'est de la poudre aux yeux jusqu'aux prochaines élections pour faire semblant de faire quelque chose. Puis ça m'écoeure profondément. Maintenant, c'est quoi les solutions à l'itinérance? Ouf! Là, je suis pas plus fin qu'un autre là-dessus. C'est tellement un problème qui est complexe, qui est multifactoriel, qui est insaisissable dans son entièreté. Là. On a de la difficulté à comprendre combien exactement il y a de gens qui sont en situation d'itinérance. Il y en a combien qui sont également aux prises avec des problèmes de santé mentale. Il y en a combien là-dedans que c'est de l'itinérance dite temporaire ou partielle. C'est-à-dire c'est des gens, mettons, qui n'ont pas de domicile à eux, mais qui vivent dans une auto, qui vivent sur le divan d'un ami, puis après ça d'un autre ami, puis d'un frère, puis d'une soeur, puis d'une cousine, puis etc. Ça aussi, c'est de l'itinérance. C'est pas de l'itinérance dite visible, mais invisible. On a de la difficulté à avoir le portrait complet même de la situation, puis après ça, d'avoir des solutions, c'est pas facile. Maxime Bergeron, dans la presse, en rapporte ces solutions-là. Des programmes, peut-être, je vous avoue, là, dont on n'entendrait pas parler si c'était pas de chronique comme celle-là. Des programmes qui existent pourtant. Là, on en parle, projets pilotes, qui sont pris par la Maison Bon Accueil, la MBA, et par la Maison du Père. On parle d'organismes qui sont justement là-dedans, dans l'aide à l'itinérance. Et eux, dans ces deux programmes-là, ont réussi à aider 400 personnes en difficulté. 400 jusqu'ici, à trouver ou encore à garder un logement grâce au programme en question. Ce programme-là, ça aide les sans-abri à dénicher un appartement. On parle de sans-abri ici, c'est important de le préciser, qui n'ont pas de problème de toxicomanie, puis qui n'ont pas là, de problème de santé mentale particulièrement oppressant. C'est important de le dire parce que ça complexifierait la situation. Mais en même temps, t'empêches quelqu'un de retourner dans la rue ou d'arriver dans la rue pour la première fois, tu vas peut-être lui éviter de tomber dans la toxicomanie. Parce que ça, c'est un échappatoire à une réalité qui est souvent bien trop difficile, hein, la drogue. C'est ça que ça sert, à s'évader, à disparaître, à oublier.
Là, on a des gens, 400, je le rappelle, 400. Ça semble pas beaucoup, mais c'est du monde qui sont pas dans la rue en ce moment. Puis ces 400 personnes-là vont recevoir là, plusieurs garanties en échange de rester dans un appartement. Les programmes, par exemple, de la Maison Bon Accueil, vont, eux, aller appeler, trouver des propriétaires et dire, regardez, on a une entente, il faut que vous logiez un sans-abri. Cette personne-là, on vous promet de payer pour tous les dommages qu'elle pourrait faire si jamais elle a des problèmes de comportement. C'est quelqu'un qui n'a pas d'antécédents de violence, pas ci, pas ça. On aimerait que vous le preniez. En échange, on va payer ses 4 premiers mois de loyer. On va fournir des meubles, bon marché, usagés, que nous autres, on va trouver. Puis on peut même lui donner jusqu'à 2200 $ d'épicerie. Et ça, cet argent-là, éventuellement, pendant les 5 prochaines années, les locataires vont rembourser cette dette-là. Progressivement, une fois qu'ils se sont installés dans un appartement et qu'ils sont capables de se remettre sur pied. C'est une solution pour les aider justement à revenir. Puis les propriétaires, à ce moment-là, eux, sont au courant, comprennent la situation, disent oui, s'adaptent, puis on regarde ce qui se passe. Et là, vont être compensés, par exemple, pour une partie du loyer. Ça, c'est peut-être une des choses qui est les plus intéressantes dans ce que rapporte M. Bergeron, c'est que ça coûte, là, ce programme-là, à peu près 11 000 $ en moyenne pour chaque nouveau bail signé. 11 000 $ là, d'argent des contribuables, 11 000 $ de l'État du Québec. 11 000 $ par personne, mais ce sont des peanuts. C'est tellement pas beaucoup d'argent par rapport aux programmes sociaux qui doivent être mis après ça, là, pas en prévention, mais pour essayer de régler ou d'endiguer le phénomène de l'itinérance puis de l'itinérance visible. C'est fou, là. Juste en intervention de rue, en naloxone, en intervenant en escouade, ça coûte bien plus cher que ça. Là, on a une solution déjà en amont, d'éviter que des gens de plus aillent dans la rue où ils demeurent trop longtemps. Puis c'est peut-être comme ça une des pistes de solution. Là. C'est peut-être une des choses qu'on peut faire, puis ça coûte quelque chose comme 11 000 $, je le rappelle. Est-ce qu'on peut avoir des gens, des politiciens, des responsables qui se basent et qui regardent un peu ces solutions-là, des programmes? Peut-être qu'ils les connaissaient pas, puis je peux pas les blâmer, je les connaissais pas non plus. Mais là, une fois que c'est expliqué, amené dans le journal, que moi, je leur crie dans les oreilles aussi que ça existe, ce genre de programme-là, est-ce qu'on peut essayer de les multiplier ou de les bonifier, s'il vous plaît? Quand on a des bonnes solutions et que c'est prouvé que ça fonctionne, on est stupide comme société, on est stupide comme gouvernement si on prend pas des mesures pour essayer au moins de le répandre puis de l'étendre. Merci. Merci au collègue Maxime Bergeron de La Presse. Je trouve ça particulièrement intéressant qu'il fasse des textes comme ceux-là. C'est ça qu'on a besoin en ce moment. Des solutions, du positivisme par rapport à cet enjeu-là qu'est l'itinérance, parce que c'est des populations vulnérables, c'est des gens qui sont en difficulté, oui, mais en même temps, on veut régler le problème. On veut le régler pour tout le monde, pour eux, pour le reste des citoyens aussi. Puis tout ça, ça contribue après ça à arrêter de stigmatiser des populations comme celle-là. Ça aide pas mal. Ça aide ensuite, par rapport au taux de criminalité puis aux petits crimes violents qui se passent un peu partout dans la ville. On a dit à Montréal, c'est en augmentation là, de quelque chose comme 30%. Vraiment des hauts taux, puis c'est même pas la pire ville, Montréal, au Canada. Des statistiques qui arrivent aujourd'hui. Taux de criminalité de la région de Montréal qui est plus bas que Toronto, Winnipeg, Calgary, Vancouver, là, qui dépasse quand même la métropole québécoise. Donc on fait pas... oui, c'est en augmentation. Oui, c'est alarmant. Puis oui, il faut être capable d'endiguer le phénomène. Mais ça se voit partout en ce moment au Canada. Ça se multiplie. En faisant tout ça, en évitant qu'il y ait des gens qui consomment, qui développent des problèmes de santé mentale dans la rue, mais on règle une partie de ce problème-là de la criminalité aussi. C'est plein d'enjeux comme ça là, qui sont intégrés les uns entre les autres, là, emboîtés les uns dans les autres comme des rouages, comme des engrenages. Quand on commence à en faire bouger un, on va en faire bouger d'autres. Puis c'est comme ça qu'on règle des problèmes en société. Au moins en faisant quelque chose, au moins. Je vous amène rapidement sur la scène aussi de la politique américaine parce qu'on n'a pas le choix de faire un petit détour par là. C'est bien spécial ce qui est arrivé là, dans les dernières heures parce qu'il y a eu une espèce de passe d'armes. Là. Tout d'abord, Donald Trump qui envoie une espèce de communiqué de presse, là, qui envoie ça hier en disant « Là, vous savez, comme il y a tellement de chaos dans le Parti démocrate et comme Barack Hussein Obama, ouais, il a toujours dit Hussein dans le nom de Barack Obama, puis ça n'a pas de bon sens de dire ça depuis des années, mais bon... dit ouais, Barack Obama n'a pas endossé Kamala Harris, donc je vais pas. C'est pas sûr que je vais la débattre.
Ça, c'est le truc le plus bébé que j'ai jamais vu de ma vie. Le mauvais perdant, peureux poltron, mon monsieur Trump qui fait ben là, vous savez, Obama l'endosse pas, donc je veux pas débattre. Non, mais il a peur. Il est terrifié d'aller débattre Kamala Harris, puis pas la momie Joe Biden devant lui là, sur une scène. C'est clair. Puis après ça, Kamala Harris, déjà, là, était en train de donner une petite conférence de presse hier, puis a réagi à chaud. Puis une chance, encore une fois, une chance qu'on ait quelqu'un d'un peu plus vigoureux que Joe Biden pour répondre à des attaques comme celle-là. Previously agreed upon September 10th debate. He agreed to that previously. Now it appears he's backpedaling. But I'm ready. And I think the voters deserve to see the split screen that exists in this race. Tout en douceur, encore une fois, mais elle dit, regardez, les gens qui votent méritent de voir les deux candidats sur un écran séparé, sur une scène en train de débattre. Puis là, tout d'un coup, M. Trump, il veut plus aller débattre. Et là, puis sa raison à lui, c'est de dire, vous savez, Barack Obama ne l'endosse même pas, Mme Harris. Ce matin, ça faisait 8 minutes que j'étais entré juste avant l'épisode au bureau. Voici une vidéo qui est publiée immédiatement sur X, anciennement Twitter. Hello. Hi. Hey there. Oh, hi. You're both together. Oh, it's good to hear you both. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. On entend qui, bien évidemment? Barack Obama, Michelle Obama, qui appelle au téléphone Kamala Harris. On comprend, là, c'est un exercice de communication. Là. S'il n'y avait pas une caméra mystérieusement là ce matin pour filmer le moment où Kamala Harris se fait appeler. Mais bon, c'est officiel. C'est officialisé depuis là, à peine quelques minutes avant d'entrer en onde. Joe Biden. Barack Obama qui endosse donc Kamala Harris et sa campagne. C'est chose faite. Là. Il y avait des rumeurs comme quoi il disait qu'il pensait pas qu'elle avait le potentiel ou la puissance de feu pour être capable de gagner cette élection-là. Là, c'est chose faite. Ça va être quoi la prochaine excuse de Donald Trump? Ça, je vous avoue, ça va être quelque chose que je suis avec beaucoup, beaucoup d'attention. Parce que là, Barack Hussein, il ne l'endosse pas, je ne vais pas la débattre. Voilà, c'est fait, man. Dans ton camp, Trump. La balle est dans ton camp. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va être intéressant, cette campagne électorale-là. Hein? On va suivre ça avec un peu de sadisme, un peu de plaisir, puis un peu d'inquiétude. Doux mélange des voisins du Nord de ce pays-là. Bienvenue aujourd'hui à Cube.